25 hommes, une femme, 24 heures. Au cœur de la Rome antique, dans le quartier le plus dangereux de la ville, dans une pièce sombre d'un lupanar, une compétition impossible venait de se dérouler. L'impératrice de l'empire le plus puissant sur Terre avait défié une prostituée légendaire de Rome pour voir qui pourrait satisfaire le plus d'hommes avant l'aube. Il ne s'agissait pas d'argent, il ne s'agissait pas de statut, c'était une compétition pure, crue. Et ce que l'impératrice fit cette nuit-là, scella son destin à jamais. Elle s'appelait Valeria Messalina. Le jour, elle régnait aux côtés de son mari, la nuit, elle travaillait comme prostituée. Et lorsqu'elle franchit complètement la ligne, son exécution fut si foudroyante que les historiens débattent encore aujourd'hui si tout ce qui a été écrit sur elle est humainement possible, ou s'il s'agissait du meurtre de réputation le plus puissant de tous les temps. Ce que tu vas entendre remettra en question tout ce que tu pensais savoir sur le pouvoir, le sexe et la Rome antique. Mais avant de révéler ce qui s'est réellement passé derrière les murs du palais, assure-toi de t'abonner, car ce qui va suivre va complètement réécrire ta vision de la Rome antique. Laisse un pouce bleu si tu t'es déjà demandé quelle part de l'histoire ancienne est de la propagande et quelle part est la vérité. Écris dans les commentaires quelle partie t'a le plus choqué. Nous allons révéler des détails que même les historiens jugent presque incroyables. Ce que tu entends maintenant provient de plusieurs sources antiques. Tacite, Suétone, Juvénal et Pline l'Ancien. Tous ont décrit les événements dans les décennies qui ont suivi, alors que des témoins oculaires vivaient encore. Les historiens criminologues modernes tentent depuis des siècles de séparer les faits de la propagande politique. La vérité qu'ils ont révélée est à la fois moins extrême et plus intéressante que ne le suggèrent les légendes. L'an 38 après Jésus-Christ, Rome se tient au centre du monde connu. Les temples de marbre brillent d'un blanc éclatant sous le soleil méditerranéen. Mais dans les couloirs sombres du palais impérial, quelque chose de plus noir commence à se développer. Le règne de Caligula a sombré dans la folie. Les exécutions sont quotidiennes. La paranoïa infecte chaque conversation et pour survivre, tu dois paraître inoffensif, insignifiant, invisible. Dans une des ailes moins ostentatoires du palais vit Claude, l'oncle de l'empereur. Il a 47 ans et tout chez lui crie la faiblesse. Il bégaie quand il est nerveux, il boite d'une jambe. Parfois, il bave en parlant. Pendant des décennies, sa propre famille l'a considéré comme une honte, l'a caché du public, présumant qu'il était trop stupide pour la politique. Cette présomption lui sauvera la vie. À l'autre bout de la ville, dans une villa appartenant à l'ancienne aristocratie romaine, vit Valeria Messalina, âgée de 15 ans. Elle est une descendante de la sœur d'Auguste, son sang est donc des plus nobles. Les sources antiques la décrivent comme belle, cheveux sombres, teint pâle, traits parfaitement romains. Mais ce qui frappe le plus les gens, ce n'est pas sa beauté, mais son intensité. Quand elle te regarde, tu as l'impression d'être examiné, évalué, jugé. Elle est intelligente, ambitieuse, et bientôt, sa vie entière sera décidée sans que son avis ne soit demandé. Les mariages romains dans l'élite ne sont pas une question d'amour. Ils concernent les alliances, les lignées, les avantages politiques. Quand Caligula décide de marier Messaline à son oncle embarrassant, Claude, personne ne pense que cela a une quelconque importance. Claude ne sera jamais empereur. Ce mariage permet juste de garder Messaline près du palais, d'apporter le sang impérial à ses enfants et de régler un problème politique mineur. La jeune fille elle-même n'a pas son mot à dire. Un jour, on lui annonce qu'elle épousera un homme de 3 décennies son aîné, qu'elle trouve physiquement repoussant, et c'est tout. Sa nuit de noces à 15 ans, à côté d'un homme bavant et bégayant dans la quarantaine avancée, a dû être traumatisante d'une manière que les sources antiques n'ont jamais reconnue, car dans la culture romaine, le consentement de la femme n'avait pas une importance particulière. Puis, seulement 3 ans plus tard, tout change. Caligula est assassiné par ses propres gardes du corps en l'an 41. Le chaos éclate. Qui sera empereur? Alors que les soldats fouillent le palais, ils trouvent Claude, tremblant,
caché derrière un rideau. Presque par dérision, il le proclame empereur. Soudain, de manière incroyable, l'homme que tous considéraient comme un idiot gouverne le plus grand empire de l'histoire. Et Valeria Messaline, à peine âgée de 18 ans, devient impératrice de Rome. Personne ne se doute que cette adolescente impératrice deviendra la femme la plus célèbre de l'histoire romaine. Son nom sera à jamais associé à des excès sexuels si extrêmes que nous en parlons encore 2000 ans plus tard. Imagine-toi à la place de Messaline. Tu as 18 ans. Ton mari est empereur, mais il a presque 50 ans. Il est physiquement repoussant. Et selon tous les indices, le sexe ne l'intéresse pas particulièrement. Tu as une richesse illimitée, des milliers de personnes à ton service, tu peux obtenir tout ce que Rome offre. Tu as déjà donné naissance à 2 enfants, ce qui a sécurisé ta position. Que ferais-tu avec un pouvoir illimité et un ennui total? Selon les sources antiques, Messaline se faufilait hors du palais la nuit. Elle mettait une perruque blonde pour cacher ses cheveux sombres, enfilait des vêtements ordinaires et disparaissait dans les rues de Rome avec seulement une escorte de confiance. La garde du palais le remarquait, mais ne disait rien. Qu'aurait-il pu dire? C'était l'impératrice. S'il s'était opposé à elle, cela aurait pu signifier l'exécution. Où allait-elle? Dans la Subourg, le célèbre quartier rouge de Rome, où les prostituées travaillaient dans de petites cellules et où les marins de tout l'Empire cherchaient du divertissement. Tacite et Suétone écrivent que Messaline travaillait sous le nom de Lysiska, la louve, dans un lupanar. Elle payait le propriétaire de la maison close pour pouvoir utiliser une chambre. Elle servait des clients qui ne savaient pas qu'il couchait avec l'impératrice de Rome. La complexité psychologique de ce comportement est stupéfiante. Ce n'était pas une prostitution forcée. Elle payait pour cela. Elle ne manquait pas d'argent. Elle contrôlait la richesse de tout l'Empire. Selon les sources, parfois elle prenait les tarifs normaux des prostituées, d'autres fois elle le faisait gratuitement. La motivation n'était pas l'argent, elle était tout autre. Si ce que tu entends te choque, laisse un pouce bleu, car arrive maintenant la compétition avec 25 hommes. Et celle-ci est d'une certaine manière encore plus incroyable que tout ce que tu as entendu jusqu'à présent. Au palais, Messaline jouait parfaitement le rôle de l'impératrice digne pendant la journée. Lors des événements officiels, elle se tenait aux côtés de Claude. Elle recevait les dignitaires étrangers avec la gravité requise. Elle gérait efficacement la maison impériale. Quiconque l'aurait vue lors d'événements officiels n'aurait jamais deviné que quelques heures plus tard, dans la Subourg, elle servait des clients anonymes dans une cellule de prostituées. Mais Messaline ne se contenta pas de rencontres anonymes. Les sources antiques décrivent des fêtes au palais de plus en plus complexes, qui franchissaient toutes les règles morales romaines. Elle commença à organiser des orgies où des sénateurs et leurs femmes pratiquaient des actes sexuels les uns devant les autres, souvent sur l'ordre direct de Messaline. Ce n'était pas tout à fait volontaire. Quand l'impératrice t'invite à une fête, un refus pourrait être considéré comme un manque de respect, potentiellement une trahison. Les invités arrivaient nerveux et repartaient compromis, liés à Messaline par une culpabilité et une honte partagées. La liste des invités était comme l'annuaire de la structure du pouvoir romain. Des sénateurs cherchant des faveurs, des généraux voulant des nominations militaires, des marchands désirant des contrats lucratifs. Après avoir participé aux fêtes de Messaline, elle les possédait. Ils ne pouvaient pas s'opposer à elle sans risquer que leur propre comportement soit révélé. C'était du chantage par l'hédonisme, et politiquement, c'était extrêmement efficace. Claude, d'une manière ou d'une autre, ne le remarquait pas, ou choisissait de ne pas le remarquer. Ces affranchis conseillers, d'anciens esclaves ayant acquis un pouvoir énorme, surveillaient Messaline de près, recueillaient des preuves, attendaient le moment opportun. Narcisse et Pallas, les 2 hommes les plus puissants après Claude, comprenaient que Messaline menaçait la stabilité de l'Empire. Mais agir contre l'impératrice exigeait un timing parfait et des preuves irréfutables. Les préparatifs du désastre étaient en cours de tous les côtés, mais personne ne le remarquait. Puis vint la compétition qui fit de Messaline une légende pour 2000 ans.
Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, des décennies après la mort de Messaline, l'a décrit comme un fait. Messaline défia Sylla, la prostituée la plus célèbre de Rome, pour voir qui pourrait satisfaire le plus d'hommes en 24 heures. Imagine la scène. Deux femmes, l'une une impératrice déguisée, l'autre une courtisane professionnelle, dans peut-être la compétition la plus bizarre de l'histoire. Selon Pline et les sources qu'il cite, toutes deux allèrent jusqu'au bout du jour et de la nuit. Les chiffres exacts varient légèrement selon les sources. Certains disent 25 hommes, d'autres donnent un nombre plus élevé, mais l'affirmation constante est que Messaline gagna facilement, cherchant encore d'autres partenaires lorsque Sylla abandonna. La simple logistique physique est presque incroyable. 25 hommes en 24 heures signifie un nouveau partenaire chaque heure, sans pause pour manger, dormir ou se reposer. D'un point de vue médical, cela causerait de graves lésions tissulaires et un épuisement. Est-ce que cela s'est vraiment produit ainsi? De nombreux historiens modernes sont sceptiques, mais l'histoire apparaît dans plusieurs sources antiques indépendantes, ce qui indique au moins que les Romains croyaient que leur impératrice avait fait quelque chose d'extrêmement scandaleux en matière d'excès sexuels et de compétition publique avec des prostituées. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à agir ainsi? La psychologie moderne diagnostiquerait une hypersexualité, un état où les pensées sexuelles sont intrusives et compulsives, où le comportement s'intensifie malgré les conséquences négatives, où une satisfaction normale est impossible. Le modèle correspond à ce que les sources écrivent sur Messaline. Elle cherche constamment plus, n'est jamais satisfaite. Son comportement s'intensifie avec le temps, elle ne peut pas s'arrêter malgré les dangers évidents. La médecine romaine n'avait pas de cadre pour comprendre les états psychologiques. Ils attribuaient le désir sexuel excessif féminin à l'hystérie, censée être causée par l'utérus errant dans le corps. Un médecin romain examinant Messaline aurait prescrit des herbes ou des changements de régime, ignorant complètement tout problème psychologique sous-jacent. Elle était prisonnière d'un comportement qu'elle ne comprenait peut-être pas ou ne pouvait contrôler, dans une culture où il n'y avait ni traitement ni compassion. Au palais, le comportement de Messaline devint impossible à cacher. Trop de gens étaient au courant. Des rumeurs se répandaient dans les rues de Rome. Le petit peuple chuchotait avoir vu l'impératrice dans la subure. Les sénateurs qui avaient participé à ces fêtes le chuchotaient entre eux. Le scandale devint de notoriété publique, sauf apparemment pour Claude, qui restait isolé dans sa bulle d'informations impériales. Narcisse et Pallas observaient et attendaient, constituant leur dossier. Messaline s'était fait des ennemis à chaque exécution qu'elle avait ordonnée, chaque rival politique qu'elle avait détruit, chaque personne qu'elle avait humiliée. Tous attendaient une occasion de vengeance. La tempête se préparait, et Messaline semblait ne pas remarquer le désastre approchant, puis elle fit, de manière incroyable, tout encore pire. En l'an 48, Messaline tomba amoureuse, non pas de son mari, ni de clients anonymes dans un lupanar, mais de Gaius Silius, décrit par tous comme l'homme le plus beau de Rome, sénateur, riche, charmant, politiquement ambitieux. Leur liaison n'était pas particulièrement secrète, mais ce qui suivit défie toute explication rationnelle. Alors que Claude était au port d'Ostie pour superviser les livraisons de grains, Messaline épousa Silius lors d'une cérémonie publique. Relis ça. Elle épousa un autre homme alors qu'elle était toujours mariée à l'empereur. Ce n'était pas une rencontre secrète, c'était une cérémonie de mariage romaine traditionnelle complète, avec des témoins, des contrats signés, une robe de mariée, des rituels religieux et des centaines d'invités. Tacite la décrit comme une célébration avec musique et festin dans les jardins de Messaline, avec des sénateurs et aristocrates parmi les participants. À quoi pensait-elle? Les sources suggèrent deux possibilités. Soit elle avait complètement perdu contact avec la réalité après des années de comportement croissant, soit elle tentait un coup d'État, voulant faire de Silius le nouvel empereur à la place de Claude. Les deux explications nécessitent Campandre de comprendre s'ils attaquent rendre que Messaline avait atteint un point où l'évaluation normale des risques ne fonctionnait plus. Imagine que tu es un invité à ce mariage.
Tu reçois une invitation au mariage de l'impératrice avec quelqu'un d'autre que l'empereur. Tu y vas, refuser offenserait l'impératrice et risquerait sa légendaire vengeance. Y aller signifie être témoin de ce qui pourrait être considéré comme une trahison. Chaque choix pourrait signifier la mort. Beaucoup y allèrent, espérant peut-être que le coup d'État de Messaline réussirait et qu'ils seraient récompensés pour leur loyauté, ou simplement trop effrayés de refuser. La célébration dura des heures. De la musique jouait, le vin coulait, la mariée et le marié accomplissaient les rituels traditionnels, y compris des cérémonies religieuses simulées. Certaines sources disent qu'ils consommèrent le mariage publiquement, ou du moins de manière théâtrale. Ce n'était pas une manœuvre politique subtile, c'était soit de la folie, soit un jeu de pouvoir incroyablement audacieux. Puis la nouvelle atteignit Claude à Ostie. Ses affranchis lui apportèrent des rapports impossibles à croire. Ta femme a épousé un autre homme lors d'une cérémonie publique. La moitié du Sénat y a assisté. Claude ne les crut pas d'abord. Ils durent amener plus de témoins et des documents de mariage signés avant qu'ils n'acceptent que cela se produisait vraiment. Narcisse comprit immédiatement que c'était le moment. Messaline avait enfin donné une raison irréfutable de l'éliminer. Il organisa essentiellement un contre-coup d'État pour sauver Claude du coup de Messaline, prit le commandement de la garde prétorienne et retourna à Rome avec ses troupes. Au palais, Messaline continuait de célébrer, apparemment inconsciente ou indifférente à la fin de son monde. La célébration s'arrêta brusquement lorsque les nouvelles parvinrent enfin à Messaline. Claude revient avec la garde prétorienne et sait tout. La réalité la frappa. Le brouillard d'ivresse se dissipa. Soudain, elle était sobre, comprenant avec une parfaite clarté ce que cela signifiait. L'exécution pour elle, pour Silius, pour tous ceux associés au mariage. Désespérée, elle tenta une dernière manipulation. Elle rassembla ses enfants, Britannicus et Octavie, et partit à la rencontre de Claude avant qu'il n'entre dans Rome, espérant que la vue de sa femme et de ses enfants apaiserait sa colère. La même manipulation émotionnelle qui avait fonctionné pendant des années. Mais Narcisse la stoppa. Il avertit Claude que s'il voyait Messaline, cela briserait sa résolution, sa beauté et ses larmes annuleraient sa colère justifiée. Il empêcha physiquement la rencontre. Silius fut exécuté le premier. Il ne protesta ni ne supplia, demandant seulement une mort rapide. Il l'obtint, décapité le jour même. Les invités du mariage furent traqués systématiquement. Certains furent exécutés immédiatement. D'autres eurent le choix du suicide, ce qui à Rome signifiait se tuer soi-même avant que les soldats ne le fassent. Une purge balaya l'élite romaine, effaçant tous ceux associés au dernier acte de rébellion de Messaline. Messaline se retira dans les jardins de Lucullus, une propriété qu'elle avait volée des années auparavant par des accusations et des exécutions. Ironiquement, cela devint sa tombe. Sa mère Lépida était avec elle, absente pendant la majeure partie de la vie de Messaline, mais là, à la fin. Les sources antiques décrivent l'état mental de la jeune impératrice comme sauvagement instable, oscillant entre colère et désespoir, panique et calme effrayant. Elle tenta d'écrire une lettre de supplication à Claude, mais ne trouva pas les mots. Elle pensa au suicide, mais n'en eut pas le courage. La peur la paralysa, même alors que la mort approchait. Comment traites-tu le fait qu'un jour tu as un pouvoir absolu, et le lendemain tu es un prisonnier condamné? Elle avait vécu 7 ans comme elle l'entendait, pliant Rome à sa volonté, et maintenant elle était assise dans un jardin sans issue. Narcisse ne prit pas le risque de laisser le sort de Messaline à la clémence de Claude. Il savait que si l'empereur la voyait, si elle pleurait et évoquait le passé, elle survivrait. Il envoya donc un tribun et un centurion avec des ordres stricts. Tuez-la immédiatement. Ils trouvèrent Messaline avec sa mère, un poignard tremblant à la main. Le tribun attendit, lui donnant une chance de prendre sa propre vie et de mourir avec un peu de dignité. Elle ne put le faire. Même face à une mort certaine, le courage l'avait quittée. Lepida pressa sa fille de le faire, de ne pas être exécutée comme une criminelle ordinaire. Mais Messaline hésita, figée entre l'orgueil et l'horreur.
Finalement, le tribun perdit patience. Il s'avança et la transperça de son épée. Messaline mourut à 22 ans dans ce jardin qu'elle avait volé, tuée par le même mécanisme impérial qu'elle avait autrefois contrôlé. Lepida resta et, dans un dernier acte d'amour maternel, arrangea le corps de sa fille, lui ferma les yeux, lui rendit un peu de la dignité que la mort permettait. Puis, elle disparut complètement de l'histoire. Claude était en train de dîner lorsque des messagers apportèrent sa nouvelle de la mort de Messaline. Selon Suétone, il ne montra aucune émotion. Il ne demanda pas comment elle était morte. Il n'exprima ni tristesse ni satisfaction. Il continua simplement son repas, puis demanda plus de vin, comme si rien de particulièrement important ne s'était passé. 2000 ans plus tard, les historiens débattent encore de ce qui s'est réellement passé. Chacune des sources a un parti pris évident. Tacite, qui écrivit 50 ans après les événements, était un moraliste qui utilisa Messaline comme une mise en garde contre la dépravation féminine et la corruption impériale. Juvénal était un satiriste dont le travail était d'exagérer, pas d'être précis. Suétone aimait les ragots scandaleux, qu'ils soient vérifiés ou non. Pline ne faisait que répéter des histoires entendues, il ne documentait pas des événements qu'il avait vus. Les historiens criminologues modernes ont tenté de séparer la propagande de la vérité. Le consensus est que Messaline s'est probablement vraiment adonné à un comportement sexuel scandaleux. Le schéma général est probablement vrai, car il a directement conduit à son exécution. Mais les détails spécifiques, travaillés dans un lupanar, la compétition avec 25 hommes, la nature exacte des orgies au palais, peuvent être exagérés ou complètement inventés. Pourquoi les sources ont-elles exagéré? Parce qu'après la mort de Messaline, Claude épousa Agrippine la jeune, mère de Néron, qui avait son propre agenda pour contrôler les récits historiques. Si Messaline était dépeinte de la pire façon, Agrippine paraissait meilleure en comparaison. La plupart des sources préservées furent écrites sous le règne de Néron ou après, lorsque la faction d'Agrippine contrôlait ce qui était enregistré et ce qui était enterré. Les historiennes féministes ont posé des questions inconfortables. Pourquoi le comportement sexuel de Messaline est-il devenu si légendaire alors que des empereurs masculins faisaient des choses similaires ou pire avec moins de condamnations historiques? Caligula pratiquait soi-disant l'inceste et le viol. Néron força plus tard des sénateurs à regarder alors qu'ils violaient leurs femmes. Tibère avait une villa où il harcelait des enfants. Pourtant, la renommée de Messaline pour la dépravation sexuelle surpasse tous ces hommes. Pourquoi? Parce que l'autonomie sexuelle féminine effrayait les Romains plus que la violence sexuelle masculine. Un homme exerçant le pouvoir par le sexe était normal, voire admirable, dans la culture romaine. Une femme recherchant activement son propre plaisir sexuel, contrôlant des corps masculins, choisissant ses propres partenaires, cela offensait toutes les présomptions des rôles de genre romains. Messaline devait être détruite non seulement politiquement, mais aussi historiquement, transformée en un monstre dont l'histoire dissuaderait les femmes de l'autonomie sexuelle pendant des siècles. Que nous apprend l'histoire de Messaline? Essentiellement, comment la sexualité féminine a été contrôlée, punie et utilisée comme une arme à travers l'histoire. Lorsque les hommes abusent du pouvoir sexuellement, cela renforce la domination masculine. Lorsque les femmes revendiquent l'autonomie sexuelle, cela remet en cause toute la hiérarchie des genres. Les sources romaines ne tolérèrent donc pas ce défi. Elles créèrent donc un monstre dont l'histoire résonne encore après des millénaires. Mais il y a autre chose, la question de la vérité contre la propagande. Quelle part de ce que nous savons de l'histoire n'est en réalité qu'une version écrite par les vainqueurs, les hommes, ceux qui contrôlaient le récit? Messaline n'a laissé aucun écrit personnel. Nous n'avons aucun enregistrement de sa perspective, de ses motivations, de sa propre compréhension de son comportement. Nous n'avons que des rapports écrits par ses ennemis après sa mort, quand elle ne pouvait plus se défendre. Réfléchis à ce que Messaline a réellement reçu. Un mariage arrangé à 15 ans avec un homme repoussant, aucun vrai pouvoir malgré son titre.
et une société qui n'offrait aux femmes presque aucune issue acceptable pour l'ambition, l'intelligence ou le désir sexuel. Si elle s'est vraiment adonnée à un comportement sexuel extrême, c'était peut-être la seule forme de pouvoir qui lui était accessible, la seule manière de sentir qu'elle contrôlait son propre corps et ses choix dans un monde où tout le reste était contrôlé par des hommes. Ses enfants payèrent le prix du scandale de leur mère. Britannicus fut finalement empoisonné par Néron. Octavie fut forcée par Néron de l'épouser, souffrit dans un mariage misérable et fut exécuté lorsqu'il s'est débarrassé d'elle. Tous deux furent à jamais entachés par leur lien avec l'impératrice la plus célèbre de l'histoire. Et les hommes qui orchestrèrent la chute de Messaline, Narcisse et Pallas, accumulèrent d'immenses richesses et dirigèrent efficacement l'empire pendant des années. Leur pouvoir fut assuré par l'élimination de Messaline. La rapidité de la chute est peut-être la plus instructive. Un jour impératrice, organisant des célébrations publiques, pensant apparemment être invincible. Le lendemain, morte. Pas de procès, pas de chance de se défendre. Le mécanisme du pouvoir l'écrasa en quelques heures. C'est à quel point même la position la plus élevée dans la Rome impériale était fragile. Tu n'étais puissant que tant que quelqu'un de plus puissant te le permettait. Ainsi, un mariage arrangé d'une fille de 15 ans conduisit à 7 ans de scandale, un mariage bigame public et une exécution à 22 ans. Qu'elle ait vraiment satisfait 25 hommes en une nuit ou que ce fût de la propagande, nous ne le saurons jamais avec certitude. Ce que nous savons, c'est que son nom est devenu pendant 2000 ans synonyme d'excès sexuel féminin, que les sources romaines créèrent un monstre pour avertir les femmes d'obéir, et que la vérité est probablement plus complexe et plus humaine que ne le suggèrent les légendes. Si cette histoire a remis en question tout ce que tu pensais savoir sur l'histoire ancienne, abonne-toi à la chaîne. Nous révélons les vérités inconfortables que les manuels omettent. Active la cloche, car la prochaine fois, nous examinerons Agrippine la jeune, la femme qui épousa son oncle, aurait séduit son fils et devint la femme la plus puissante de Rome par des méthodes qui rendent Messaline presque innocente en comparaison. Écris dans les commentaires ce qui t'a le plus troublé, la compétition avec 25 hommes, le mariage public avec quelqu'un d'autre que l'empereur ou la prise de conscience que nous ne saurons jamais quelle part était vraie et quelle part était un assassinat de réputation. Partage tes réflexions ci-dessous. Et si tu veux comprendre comment l'histoire a été utilisée comme une arme contre les femmes pendant des millénaires, regarde notre série complète sur les femmes les plus incomprises de l'histoire. D'ici là, souviens-toi, les secrets les plus sombres de l'histoire ne sont pas toujours ceux qui se sont réellement produits. Parfois, ce sont ceux qu'ils ont voulu te faire croire, et cette différence est la plus importante.